Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve et je vous retrouve après un mois de vacances. Très heureux de vous retrouver. Oui, moi je suis parti. Il m'a envoyé où, Nathieu À Aux, Hawaï, je crois. Il m'a aux envoyé à îles, Hawaï pendant le podcast aux NFL. îles Caïmans aussi Aux également. îles Caïmans, voilà, tout à Ça, fait. c'est Alors, pas Wake. du tout, pas du Ah tout. ouais. Je Alors, suis dans le Loiret. Bon, c'est c'est- moins bucolique. Moins sympathique, mais il en faut quand même. Hawaï, ce sera pour plus tard, quand notre bien-aimé Charles aura fini ses vacances et aura signé le chèque de rentrée. J'en profite pour remercier Yaya qui m'a brillamment suppléé pendant ce mois d'absence et pour remercier aussi l'équipe de LF, Waïk, Julien, Steven et Kevin qui eux aussi ont pris le relais le lundi pour vous faire suivre la saison des Mousquetaires. Alors nous revoilà donc en NFL. Nous revoilà en NFL pour faire les previews des 8 divisions de cette saison 2024. Il fallait commencer par une division. On a fait pif paf pouf. On est tombé sur la NFC Sud. Bon, bah, commençons par celle-là. La NFC Sud qui va donc nous occuper aujourd'hui. Et petite information, vous aurez un autre podcast qui sortira samedi matin avec l'AFC Sud cette fois. Et ce sera comme ça pendant 4 semaines. Un podcast le jeudi, un podcast le samedi. En plus de celui évidemment le mardi sur le LF pour continuer à suivre la saison des Mousquetaires. Let's go Musketeers. Avec moi pour ce podcast, vous l'avez entendu parce qu'il parle toujours quand on ne l'a pas invité, c'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut mon Falvoudé, très content de te retrouver. Travaillant dans la finance, je suis content que tu reviennes des îles Caïmans avec plein de boîtes aux lettres ouvertes. Vanuatu, du Vanuatu. Aussi, oui, tu es passé au Vanuatu. Mais ça, c'est ton côté, c'est parce que tu as fait Koh-Lanta, donc là-bas. Tout à fait. Et avec nous, celui qui est fidèle, le fidèle parmi les fidèles du podcast NFL, c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et tu sais quoi, Et mon Flav, est-ce que tu sens pas cette odeur de gazon fraîchement coupé, de ballon en cuir fraîchement lustré? Ça sent le football. Ça y est, ça se rapproche. On attaque les previews, c'est la dernière ligne droite. C'est beau, j'en suis tout chaude. Alors, je sens davantage l'odeur de la défaite puisqu'on parle de NFC Sud, mais ça peut marcher aussi. Alors, c'est-à-dire qu'on va pas spoiler. Spoil pas Non, on va pas comme spoiler. ça. Oh Mais là là. je pense que si vous n'êtes pas fan des Panthers, des Saints, des Buccaneers, parce que les Falcons, on sait qu'ils n'ont pas de fans, ce Si, il y a sera... Nathieu. Non, Mathieu est fan de Joe Burrow et des Falcons, on comprend rien, on sait même pas pour qui il est lui, donc c'est un autre problème. On le salue d'ailleurs parce qu'il était un peu malade ces derniers jours. Et puis on a Jordan qui est fan des Falcons. En fait, on connaît les deux seuls fans des Falcons. Donc, non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais si vous n'êtes pas fan de l'une des 4 équipes, c'est vrai que c'est peut-être pas la division sur laquelle on va se pencher le plus longtemps, quoi. Autant vous dire. Pétaudière, comme dirait notre Oui, ami voilà. Notre Sébastien. ami Seb nous dirait que c'est une pétaudière. On commence en parlant de pétaudière par les Panthers de Caroline. On va faire comme l'an dernier. On va partir de l'ordre inverse du classement de 2023. Une saison riche pour les Panthers en 2023. 2 victoires et 15 défaites, dont une victoire quand les places étaient à 99 centimes de dollars. C'est déjà pas mal. C'était une bonne opération. C'est Panthers de Caroline avec une deuxième année pour Bryce Young. Est-ce que, mon cher Yaya, c'est l'année de la révélation pour Bryce Young? En tout cas, du côté des Panthers, on fait tout pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions, puisqu'on a changé coach, coordinateur offensif, donc, et on renforce le corps de receveur. Donc, on va essayer. Vu l'investissement que ça a été et vu tout ce qui s'est passé autour, j'ai envie de dire, il a un peu pas le choix. Il est un peu, pour reprendre ce qu'on avait vu en ton absence, il est un peu dos au mur, notre ami Bryce. Tout à fait. Et Seb, j'ai envie de poser une question, mais je sais pas comment la poser. J'allais te dire, est-ce qu'ils peuvent progresser? Mais je vais plutôt te dire, est-ce qu'ils peuvent régresser, pardon. Parce que Oh quand on part à 2-15, on peut difficilement faire pire. Si, on peut faire 0-17. Oui, bien sûr, on peut. C'est pour ça que je dis, ne vont-ils pas régresser? C'est un scénario, moi, que j'ai pas envie d'envisager. On va revenir un petit peu sur la saison compliquée de Bryce Young. Il finit la saison avec un passer rating de 73,7 et surtout une moyenne par passe tentée de 5,5 yards. C'est absolument
affreux. Je crois que c'est le pire ratio depuis 1970, et le merge officiel entre l'AFL et la NFL. Après, à sa décharge, il faut quand même bien dire qu'il n'a pas été beaucoup aidé, avec une ligne qui a un ratio de pression de 42,1% sur les jeux de passe. Et surtout, notre pauvre Bryce Young, il a encaissé 62 sacs. Oui. Et d'ailleurs, c'est le record, enfin record si on peut dire, pour la franchise des Panthers sur toute leur histoire. Alors, je vais en revanche rebondir sur ce qu'a dit Yaya. Je pense que le club tente de lui donner de quoi le protéger un peu mieux, le mettre plus en confiance. Tout d'abord, ils ont fait venir 2 joueurs que je trouve intéressants. C'est le garde Damian Lewis de Seattle et le garde de Miami, Robert Hunt. Et ils les font pas venir pour rien. Damian Lewis, il a signé pour 4 ans, 53 millions de dollars. Robert Hunt pour 5 ans, 100 millions de dollars. Et on parle de 2 joueurs qui étaient titulaires dans leur club. Donc il y a déjà une première volonté d'ancrer cette ligne offensive avec quelque chose de solide. Et on va pas ressortir ce cliché, mais on sait à quel point c'est compliqué en NFL. Et puis, effectivement, on a l'arrivée de Deontay Johnson de Pittsburgh. On a également, via la draft, l'arrivée du receveur Xavier Legette de South Carolina, du running back de Texas, Jonathan Brooks, et du tight end de Texas également, Jatavion Sanders, excusez-moi. En principe, ce type de ressources, ça devrait quand même donner quelques sources d'espoir au moins pour l'attaque des Panthers. Et puis, il n'avait pas de jeu de course l'an passé. C'était Bard. Il n'y avait rien. C'était un no man's land. Donc, le souci qu'il a eu, notre pauvre Bryce, c'est qu'il a souffert de la comparaison. Et surtout, que les Carolina ont trade up pour le récupérer. Et que derrière, ils donnent leur tour de draft, quoi. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont fini dernier de la NFL, en pire bilan de la NFL, mais qu'ils n'ont pas eu le premier choix de draft en 2024, puisqu'ils l'avaient effectivement tradé pour aller chercher Bryce Young lors de la draft 2023. L'arrivée, tu en as parlé, Yaya aussi, et je pense que c'est important de Dave Canales, le head coach, oui, du côté des Panthers. C'est quelqu'un qui a plutôt toujours bien réussi dans le développement des quarterbacks. Est-ce que ça peut être là aussi un coach qui permet à Bryce Young de progresser? Il faut l'espérer. Clairement, cette année, il y aura beaucoup moins de pression sur les épaules. On attend. Ils seront sur Caleb Williams. Entre autres. Ouais, totalement. Leur destin est un peu lié, un peu comme avec CJ Stroud. Parce qu'en filigrane, c'est ça. C'est la bonne saison rookie de CJ Stroud face à Bryce Young qui choque. Alors que les deux étaient 1,5. Donc voilà. Mais ils ne sont pas tombés dans les mêmes contextes. Ça fait des années que Carolina, c'est compliqué. Ils survivaient un petit peu quand CMC était en bonne santé. Et après, depuis le trade, c'est n'importe quoi. Mais qui a eu l'idée d'aller chercher CMC? Mais quelle franchise a osé aller l'engager pour priver les Panthers de ce joueur? C'est dingue. Si je tiens des fans de cette franchise-là, je vous jure, ça va barder. Hein, Seb? Je vois pas de quoi tu veux parler. Parlons de Brandon Ayuk. Ah non, pardon, c'est pas le sujet du jour. On y viendra dans quelques semaines. Oh oui, on y reviendra, il n'y a pas de danger. On a parlé un petit peu de l'attaque qui s'est renforcée. Il y a quand même un départ en défense qui compte, c'est celui de Brian Burns. Seb, ça peut quand même jouer énormément sur le pass rush des Panthers. Alors ça va être compliqué de le remplacer. Brian Burns, il part pour les Giants de New York avec ses 50 plaquages, son 32 solos et ses 8 sacs. Alors on va tenter de combler le trou en faisant venir Jadeveon Clowney de Baltimore et TJ Wonnum de Minnesota. Clowney, c'est un joueur de talent, mais qui commence à prendre de l'âge. TJ Wonnum, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus irrégulier. Je suis pas sûr que ça suffise
à combler le vide. Et la défense, alors cette défense, elle est un petit peu schizophrène quand même. Parce que certes, elle a encaissé, la saison dernière, moins de 300 yards par match. Elle est très solide contre la passe, parce qu'elle était classée 3e. Mais par contre, elle s'effondre contre la course, où elle était classée 23e. Et du coup, on se retrouve avec un classement final pour cette défense qui est 4e en termes de yards encaissés, mais 29e en nombre de points. Et donc là, il y a vraiment un problème à résoudre de ce côté-là. Puisque j'ai envie de dire que c'est un point fort de ce club à ce moment-là de la saison. Et en même temps, ça paraît compliqué avec des chiffres pareils de vraiment construire autour ou de dire que ta défense va tenir la maison le temps que l'attaque se développe. Ils sont dans une situation sportivement qui est un petit peu compliquée. Il y a plein de choses en fait pour une reconstruction, mais en même temps, on a l'impression que l'édifice pourrait s'effondrer, mais avec un simple petit coup de talon dans les fondations et tout pourrait finir par terre. C'est exactement ça. Un petit mot aussi, dernier petit mot sur les Panthers pour rappeler aussi que notre Français est dans l'effectif des Carolina Panthers, Junior Ao, qui essaiera donc possiblement d'intégrer l'effectif final. On y croit moyennement, on va pas se le cacher, mais en tout cas, il est maintenant chez les Panthers de Caroline et donc on lui souhaite toute la réussite possible. Juste en dernière partie d'émission, on fera les prédictions de division, mais est-ce que Yaya, tu les vois faire un meilleur bilan que l'an dernier? Plus de 2 victoires. Juste ça. Plus de 2 victoires, j'ai envie d'y croire pour eux. J'ai envie d'être sympa. C'est la première preview, j'ai envie d'être sympa. On en reparlera, il y a un calendrier qui est plutôt favorable pour la NFC Sud quand même. C'est pas le calendrier le plus difficile de la ligue. Ils sont forcément dans les meilleurs puisqu'ils rencontrent leur division. Donc forcément, et ils les rencontrent 2 fois. Donc oui, c'est sûr, c'est certain. Seb, même question, plus de 2 victoires? Je pense qu'ils feront plus de 2 victoires. Par contre, bien évidemment, la marche me semble encore beaucoup trop haute pour eux, au moins sur le papier, pour accéder aux playoffs ou même à la 2e place du podium de leur division. Et quand tu dis la marche, c'est pas la marche Jackson. Ce n'est pas la marche Jackson. D'ailleurs, la marche Jackson, qui est aussi un cornerback des Panthers de Caroline, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas le même que la marche Jackson de Baltimore. Voilà. C'est pas du tout le même que l'autre. C'est compliqué ce sport, hein, c'est compliqué. Si tu commences à tous avoir le même nom, on va pas y arriver, on va jamais y arriver. Ça va pas le faire. 7 victoires, 10 défaites, c'était le bilan des Falcons d'Atlanta, 3e de division NFC Sud lors de la saison 2023, les Falcons d'Atlanta, qui sont peut-être l'équipe la plus attendue dans cette division NFC Sud en 2024, attendue parce qu'elle est donnée par les bookmakers comme étant la favorite de cette division, mais attendue surtout au tournant aussi, de par le recrutement d'un certain Kirk Cousins, Seb. Ah bon, ils ont recruté... Non, je plaisante. Alors, effectivement, sonner Buxin, résonner trompette, hein, comme on dit. Arrivée de Kirk Cousins depuis Minnesota pour 4 ans et 180 millions de dollars. Ah, c'est bon, Atlanta a hypothéqué le stade. C'est lui, c'est l'élu, c'est le Jésus en crampon, c'est le néo, celui qui va asseoir la domination d'Atlanta sur leur division, sur la ligue, sur le monde. Ou pas. Parce que notre ami Kirk, il revient quand même d'une très, très, très grosse blessure. La plus grosse. Rupture d'un tendon d'Achille, peut-être la pire pour un athlète. Ça peut faire des combats compliqués. Après, attention, il y a quand même des exemples dans le passé de quarterbacks après 30 ans qui sont revenus d'une telle blessure. Dan Marino, Vinny Testaverde, Jim Miller ou Trent Dilfer notamment. Et Marino, je crois qu'il a starté plus de 80 matchs d'ailleurs après cette blessure. Excuse-moi Seb. Ouais. Tu ne vas pas me comparer notre ami Captain Kirk à Dan Marino, si vient de le faire. Non, je n'ai rien comparé. D'abord, comparaison n'est pas raison. J'ai fait un parallèle sur la blessure de ces 2 athlètes qui pratiquent le même sport et au même poste. Est-ce que ça vous va, monsieur Yaya, comme justification, parce que vous êtes de la police ou quoi là? Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Non, mais avec Dan Marino, je vais appeler Ace Ventura, fais gaffe. Non, après, redevenons ça une seconde. Il faut quand même noter Juste une seconde.
Ouais, juste une seconde, hein, pas plus, parce qu'au-delà, on prend feu. dégoupille. Voilà, on dégoupille, on part en combustion spontanée. Il faut quand même noter que nos amis d'Atlanta, ils ont drafté quoi? Ils ont drafté quoi? Un Eh bien, ils ont quarterback. drafté un quarterback, dis donc, Michael Penix Jr. Donc, on peut quand même se poser quelques questions quant à la pertinence de ce choix, ou même à la pertinence, du coup, d'avoir signé Cousins. Est-ce que finalement, ils n'auraient pas un petit peu de remords? D'un autre côté, Cousins était disponible. C'est quand même dommage de ne pas signer le meilleur QB free agent disponible sur le marché. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on verra à l'usage, mais en principe, sur le papier, ça devrait faire le plus grand bien à une attaque des Falcons dont on attend beaucoup plus de ses playmakers par rapport à la saison passée. C'est ce que j'allais dire, Yaya, sur l'attaque des Falcons. On a quand même du beau monde, du très, très, très beau monde. Quand tu prends Drake London, quand tu prends Bijan Robinson, quand tu prends Kyle Pitts, c'est quand même des joueurs, on a l'impression l'an dernier qu'ils n'ont clairement pas, et notamment ce fut notamment le cas de Bijan Robinson, ils n'ont pas pu exploiter leur plein potentiel. Ah, mais complètement. Mais l'année dernière, sur Bijan Robinson, ils ne l'ont pas fait jouer. Ils ne lui ont pas Arthur donné Smith le a fait ballon. n'importe quoi, hein, qu'on soit d'accord. Mais complètement. Il est catalogué comme étant, pour être sur le jeu de course, pour être quelqu'un qui appuie sur le jeu de course, et tu as Bijan Robinson qui, dès qu'il a eu le ballon sur le ventre, pétait les défenses. Et résultat des courses, tu te retrouves. En plus, il y avait le choix ou le non-choix de quarterback qui a pollué toute la saison. L'avantage, c'est que maintenant, ils prennent Kirk Cousins en numéro 1. Ils se mettent un peu le bouillon tout seul en prenant Penix. Bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Après, il y a un nouveau régime. J'ai peur que Atlanta gâche les bonnes années de ses skills players, parce que Kyle Pitts, c'est pas un manchot. Drake London, c'est plutôt un bon receveur, mais faut les nourrir. Et pareil pour Bijan Robinson. Donc, je pense que c'est le recrutement de Kirk Cousins, c'était pour essayer de donner un style, une identité à l'équipe et donner une façon de jouer. Je pense que c'est un premier étage de la fusée. Et on a un Bijan Robinson qui en plus est accompagné de Tyler Allgeier, l'autre running back qui est aussi un running back de talent. Alors peut-être moins explosif, moins talentueux que Bijan, mais ça reste quand même un très 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 bon running back aussi. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire dans cette attaque. Et peut-être qu'avec le nouveau coaching aussi, ça peut apporter cette dimension-là. On sait que le coaching d'Arthur Smith l'an dernier a été vertement critiqué du côté d'Atlanta. C'est Raheem Morris qui arrive cette année en tant que head coach. Ça peut donner peut-être un nouvel élan à cette franchise. C'est ce que l'on espère, c'est ce que l'on attend en tout cas. Enfin, non, moi je l'espère pas forcément, mais bon. Tu as été, Yaya, tu as été très clair sur le fait que les playmakers ont été mal exploités. C'est pas tant qu'on attend plus d'eux, c'est que on attend du coaching staff qu'il leur donne leur chance, qu'il leur donne la balle. Et d'autant que, pour ajouter un petit peu au mix, il y a quand même une offensive line qui est menée par 3 anciens first rounders, 3 anciens premiers tours de draft, Jake Matthews, Caleb McGarry et Chris Lindstrom. Donc tu te dis que en attaque, il y a de quoi faire. J'ai presque envie de dire, tous les éléments sont là. Effectivement, la saison dernière, il manquait quand même un quarterback parce que moi, je me souviens que lorsque l'on a fait cette preview la saison dernière, j'étais assez réservé sur Desmond Ridder, pour dire le moins, parce que il fallait bien avouer qu'on ne savait pas trop ce qu'on avait au regard de la saison 2022. Bon, on a vu ce qu'on avait. Ils ont décidé carrément de le sortir du club. Et effectivement, l'arrivée, enfin, quand tu as un QB du calibre de Kirk Cousins qui arrive, c'est effectivement pour donner une identité à ton attaque. On pourra toujours gloser sur le fait que, ok, il a jamais pu close the deal avec les Vikings, il a jamais pu remporter les gros matchs de playoff ou même les amener jusqu'en finale, mais tu as quand même quelqu'un qui est
au-delà du simple solide professionnel. Là, ça doit fonctionner. Moi, je suis toujours réservé sur Kirk Cousins. Je suis d'accord que c'est un très bon pro, c'est un très bon quarterback, c'est un très bon leader. C'est un gars sympa, on l'a vu dans Quarterback. Ouais, mais il manque, tu vois, le petit truc qui te fait passer sur nos dimensions. Donc, tu vois, est-ce que là, les Falcons, leur objectif premier, c'est pas déjà juste de retrouver les playoffs, tu vois, avant d'aller chercher plus loin. Ils les ont pas eu depuis 2017. Bah oui. Mais oui. Donc, ça commence à dater. Et surtout, Kirk Cousins, c'est peut-être quelqu'un qui est capable justement, juste déjà dans ce premier objectif-là, de les amener en playoff, là où ils n'ont pas été depuis un petit moment. Bah, le truc, c'est que pour moi, c'est compliqué ça, parce que tu vas prendre un gars qui relève d'une blessure grave, tu le payes quand même un sacré paquet, et il a jamais fait passer les gaps à ses équipes. Là, le gap pour Atlanta, c'est pas d'aller au Super Bowl, c'est de s'extirper de cette espèce de ventre mou dans lequel ils sont. Ils ont pris un QB qui est plus que solide. Allez, si on veut que le tableau soit un peu plus optimiste, sur la touche, ils ont un jeune, ils ont 4 ans pour le former. Ils ont 4 ans. Bon, si Cousins reste en bonne santé, évidemment. Mais ils ont 4 ans pour le former. J'ai envie de dire, c'est presque du luxe pour eux. Mais une fois de plus, à eux d'exploiter. Et il faut que le step dont je parlais, qui une fois de plus n'est pas d'atteindre la finale, il faut qu'il le passe maintenant. Le step, c'est d'avoir cette attaque qui a, à mon avis, un vrai potentiel, qui en a vraiment sous le pied, mais que enfin elle puisse lâcher les chevaux. Ouais, mais si tu veux, il y a des franchises qui sont maudites. Ah non, mais là, non, attends, cet argument-là. Mais eux, c'est clairement ça. Enfin, je pense ils vont s'écharper, moi je compte les points. Leur je suis au taekwondo là, je compte les points. Leur stade, il a été construit sur un cimetière indien, c'est pas possible. Cimetière indien. mais les gars, et tu vois, t'es au poker, t'as toutes les cartes, t'as 1% de chance de perdre, et ben à chaque fois ils ont ce pourcent contre eux. À chaque fois c'est ça, c'est le talent. Ça s'appelle le talent. Ah oui, mais non, mais je rappellerai pas le 28-3. Non, le rappelle pas. C'est bon, tout le monde le rappelle. Ça fait des années qu'on le rappelle. Enfin, moi, je serais fan des Falcons. Bon, non, mais quand même, quoi. Non, même pas. Non, franchement. Non. Non. En revanche, moi, j'attends juste une chose. C'est quoi le 28-3 Demande à Tom Brady. Je connais pas cette histoire. Tom Brady est à Paris en ce moment. Pierre Bellemare. Alors attendez, j'ai une histoire à vous raconter. Nous sommes un soir de finale. Oui. Mais de toute façon, c'est pas donné à tout le monde de battre Tom Brady au Super Bowl. Et non, ça n'a pas été donné aux Falcons, en tout cas, ça c'est certain. Juste les équipes de la NFC Est. Oui, surtout 1-2 fois. Alors, pour vous raconter l'histoire, il y a Yaya qui m'envoie à peu près 3 messages sur Instagram par jour qui me parlent d'Eli Manning, quoi. Il ne me parle que de ça, quoi. C'est même plus fan à ce point-là. Ça en devient presque dérangeant. On sait qu'Yaya est un fan d'histoire et d'archéologie en particulier. Donc mais là, ça devient de la nécrophilie. Ça le passionne. Alors les gars, vous voulez vraiment qu'on parle d'histoire parce que c'est quand la dernière fois que vous avez gagné un Super Bowl? Bon. Attends. Alors monsieur Yaya, je suis désolé, moi je vous envoie pas des DM avec les exploits de Joe Montana, je vous envoie des DM où qu'on voit les gros bras et les grosses cuisses de Brock Purdy. Hein, c'est quand même un petit peu plus actuel. Bon, revenons à nos moutons et à notre NFC Sud, à nos faucons. On en parlera tout à l'heure à quelle place on les voit, parce qu'il peut y avoir débat sur la place. Il y a vraiment de tout, j'ai l'impression, pour ces Falcons. Il y en a qui les voient vraiment au-dessus de la division, et d'autres qui disent ça peut être finalement l'une des équipes déception de cette saison 2024. On aura votre mon cher Flav, tu les avais pas mis en play-off largement devant. Alors pas largement devant. L'an dernier, quand tout le monde les voyait 3e, j'avais dit qu'ils seraient champions. Et au final, ils finissent à 2 victoires du titre de division. Il faut quand même reconnaître quelque chose. Et s'ils avaient bien utilisé Bijan Robinson, je peux te garantir qu'ils étaient champions de division. On est d'accord, mais voilà.
Faut quand même souligner quelque chose sur la NFC Sud, c'est que je suis le premier à dire que c'est une pétaudière, mais il faut quand même reconnaître que c'est, malgré tout, si on met de côté le cas de Carolina, qui est un petit peu un cas d'école, c'est une division qui est particulièrement homogène, parce que depuis plusieurs années, la tête de la division, elle se joue vraiment à pas grand-chose et dans À un 6 mouchoir de victoires. poche. Ah, n'importe quoi. Alors parlons-en de la tête de division, puisqu'on va parler des Saints, qui n'ont pas fini premier, mais qui ont fini à égalité avec la première place l'an dernier. 9 victoires, 8 Autant dire, défaites autant dire une victoire morale. pour les Saints de Nouvelle-Orléans. Ça s'est joué, j'ai envie de dire, ça s'est joué presque à ce terrible, ce terrible ballon sauvé par Antoine Winfield, alors que je ne sais plus qui des Panthers allait dans l'embut. Et si Antoine Winfield Jr. n'avait pas sauvé ce ballon, eh bien les Saints auraient été en playoff l'an dernier. Et oui, c'est comme ça se joue à pas grand-chose. Mais que voulez-vous, 9 victoires, 8 défaites, c'était déjà un bilan positif pour les Saints. J'ai envie de dire, c'est la Nouvelle-Orléans, ça va être un petit peu comme les Falcons, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça peut très bien se goupiller comme ça peut tourner en eau de boudin, mon cher Yaya. Ouais, et puis il y a un changement de coordinateur offensif. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, parce que ça a été un petit peu le problème. Moi, ce que j'ai. Oui. Enfin, le problème, c'est même le head coach, à mon avis. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Il a la clé, hein, donc. Ouais. Il l'a mauvaise aussi, Allen, mais bon. Oui, c'est ça. Donc, excuse-nous, Seb. C'est un festival ce soir. Non, pour moi, en fait, il va y avoir une chose. Là, maintenant, c'est l'année 2 de Derek Carr. Il va falloir qu'il performe. Mais est-ce qu'on lui donne les armes? Alors, il a Chris Olave qui maintenant va avoir qui va être le receveur numéro 1. On sait le talent qu'il a et honnêtement, c'est un des top receveurs de la ligue. Il va falloir qu'il performe, surtout que Michael Thomas est parti. Donc maintenant, c'est toi, Chris Olave. Donc tu vas être double couvert à chaque fois. Tu vas être ça. Moi, est-ce qu'il y a une petite chose qui m'embête? C'est que Alvin Kamara, il vieillit. Un peu comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Tous les ans, il prend un an. Voilà, c'est ça. Oui. Et moi, j'ai peur que ça arrive. On ait gâché ces bonnes années. C'est depuis le départ de Drew Brees, ça ronronne. Parce que tu avais un quarterback qui magnifiait l'attaque, mais depuis, ça ronronne, quoi. Complètement. Alors après, on a Jamal Williams qui pourrait aussi revenir à un niveau qui était celui qui n'avait pas été celui de l'an dernier. Il a marqué un touchdown à la dernière seconde contre les Falcons, mais sinon, voilà, si Jamal Williams revient à un meilleur niveau, ça pourra soulager aussi un peu Alvin Kamara. Est-ce que finalement, c'est pas toujours la même chose, Seb, avec les Saints, à savoir une défense qui limite au maximum l'attaque adverse et une attaque qui doit être juste suffisamment assez bonne pour mettre un point de plus? C'est un petit peu ça. Ce qu'on reproche surtout à leur attaque, c'est son manque de relief et surtout son manque d'inspiration. Parce que si on prend les chiffres et les chiffres seuls, ils sont pas si mauvais que ça. Je veux dire, l'attaque aérienne, elle est 11e. L'attaque au sol, elle pêche un petit peu plus. Elle est 21e. Mais au total, c'est une attaque qui marque des points. C'est une attaque top 10 en termes de scoring. Si tu prends que le côté statistique de la chose, tu te dis c'est pas si mal que ça, mais on se rend compte de quoi? On se rend compte que notamment dans les situations où il faut réussir à lancer difficile, ça n'a pas toujours été terrible. Dans la zone rouge, Derek Carr aussi, il a eu du mal. On sait qu'il a eu du mal relationnellement avec ses coordinateurs et ses coéquipiers. Est-ce que ça a pu s'aplanir un petit peu? Et le souci, une fois de plus, Derek Carr, moi j'estime que c'est un professionnel très solide. Mais tu peux te demander si c'est lui l'homme de la situation. Et on parlait de la défense. Alors, la défense, là aussi, il y aurait bien des choses à dire. Il y avait l'année dernière quand même eu un pass rush qui était famélique, 34 sacs et 72 pressions sur le quarterback seulement réalisé sur toute la saison, et un Cameron Jordan qui est limité à 2 sacs et qui lui aussi ne rajeunit pas. Alors, pour essayer de remédier à ça, via la free agency, ils ont fait venir
Chase Young. Ils ont fait venir le linebacker Willie Gay de Kansas City qui va amener de l'expérience. Et puis ils ont drafté le defensive tackle décidément ce soir, Christian Boyd de Northern Iowa et le cornerback Kool-Aid McKinstry qui a le prénom le plus cool de la Terre, à mon avis. Mais là encore... Pour la draft, c'est Brian Breezy. Pardon ? Pour la draft, on a drafté Brian Breezy aussi. Oui, exactement. Donc, est-ce que tout ça, ça peut suffire à redynamiser un petit peu l'ensemble ? En fait, voilà, cette équipe, elle a besoin de dynamisme. Elle a besoin d'un shoot dans le bras qui la réveille un petit peu parce qu'on la sent peu inspirée. Et effectivement, il y a alors problématique qui n'en est pas tout à fait une, d'Alvin Kamara, qui reste vraiment le couteau suisse et l'homme à tout faire de ce club. Non, il y a Tyson Hill qui est encore plus couteau suisse. Il y a Tyson Hill qui est certes encore plus couteau suisse, mais qui, j'ai envie de dire, malheureusement, lui également, qui ne surprend plus. Et c'est un petit peu le problème. Est-ce qu'il est trop exploité, mal exploité, sous-exploité ? Ça pourrait même faire l'objet, je pense, d'un podcast entier sur ce joueur. Mais dans le cas d'Alvin Kamara... ouais. J'aurais peut-être pas dû dire ça alors que Flav était. J'aurais peut-être pas dû dire ça un soir où Flav était à l'antenne. Mais voilà. Alors que hors antenne, quand on est que tous les deux, qu'est-ce que tu peux dire ? Oh bah dis donc, t'es pas mal toi aussi, hein. Dis donc, on est censé balancer là. Donc voilà. Non, c'est pas vrai, On dit jamais de mal de Flav. Pour revenir sur Alvin Kamara, effectivement, il reste le joueur emblématique de cette attaque, mais il ne rajeunit pas. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté changement de la garde, parce que parmi les départs, il y a quand même Jameis Winston, Michael Thomas, Jimmy Graham, des joueurs qui, quelque part, étaient un petit peu emblématiques de cette franchise. Ouais. Et on a l'arrivée en quarterback numéro 3 de Spencer Rattler. Ah, Spencer, si vous saviez comment il est attendu du côté de la Nouvelle-Orléans. Non mais il se murmure qu'il pourrait prendre la place de backup quarterback à Jake Haener assez rapidement. Et pourquoi pas, si Derek Carr sous-performe ou s'il se blesse, éventuellement être lancé. Parce qu'il faut quand même rappeler que Spencer Rattler, on arrivait à l'université et pendant sa première année universitaire, un très très bon prospect. Il y a eu cette série Netflix qui lui a coûté cher. Mais au final, l'avoir pris au 5e tour, ça peut être l'un des styles de la draft 2024. Complètement, mais il arrivait avec une hype incroyable et il s'est complètement effondré en universitaire. Oui. Après, est-ce que justement ça ne l'a pas remis sur le droit chemin ? Ça, on le saura dans 10 ans. Hein, si ça se trouve, on dira dans 10 ans, bon bah voilà, avec le 5e tour, ils sont allés chercher un mec qui a explosé comme... Bon, si ça se trouve, ça marchera jamais, ça. Hein, l'avenir nous le dira. Mais quand t'es 5e tour, tu dois gagner ta place au training camp. Oui, voilà, mais bon, au moins, eux, ils n'ont pas utilisé un 8e choix pour aller chercher. Bref, enfin, ça, on en a déjà parlé de nos amis des Falcons d'Atlanta. on n'en parlera plus. Bon, passons aux champions en titre, et non seulement champion, mais aussi double champion, non que dis-je, triple champion de la NFC Sud en titre. Il tente, comme dirait Julien Lepers, le 4 à la suite cette saison. Les Buccaneers, qui sont donc une nouvelle fois les champions régnants. Alors, est-ce que c'est des vrais champions ou est-ce que c'est les Cyclopes qui sont rois dans le pays des aveugles ? C'est un peu le problème. Les borgnes qui sont aveugles. Oui, bah là moi, c'est les Cyclopes. Et 9 victoires, 8 défaites l'an dernier pour les Buccaneers de Tampa Bay, avec un Baker Mayfield, Seb, qui doit confirmer. Baker Mayfield qui doit confirmer, un Baker Mayfield qui a fait une excellente saison 2023-2024, 64,3% de réussite, 4044 yards, 28 touchdowns, 10 interceptions. Et puis ce qui a surtout été intéressant le point focal de l'intersaison de Tampa Bay, ça n'a pas tant été les départs et les arrivées, parce que dans l'ensemble, ça a été assez calme. Shaquille Barrett qui est parti, Devin White, le safety Ryan Neal, il y a Randy Gregory, Bryce Hall et surtout Jordan Whitehead qui sont arrivés, mais surtout, il y a eu la re-signature de Mike Evans, et ça, c'est quand même pas rien, parce que offensivement, et depuis fort longtemps, et quel que soit le quarterback derrière le centre,
Mike Evans, c'est un joueur qui performe, et je dis ça avec un P majuscule, 79 réceptions, 1255 yards, 13 touchdowns la saison dernière. Je ne dirai jamais assez à quel point ce joueur est sous-estimé par les fans de foot. Alors, est-ce qu'ils peuvent réitérer l'exploit? Sur le papier, on pourrait dire pourquoi pas, parce qu'il y a peu de changements à l'effectif. Néanmoins, il y a quand même un point, à mon avis, qu'il faut prendre en compte, c'est que Dave Canales est parti. Et Dave Canales, il est quand même pas pour rien dans le succès de Baker Mayfield la saison dernière. Alors, comment est-ce que ça va être vécu? Pour moi, c'est un très gros point, d'interrogation pour cette franchise, parce que le destin des Buccaneers est lié à celui de Baker Mayfield. S'ils ne performent pas, ça va être très compliqué pour eux. Tiens, justement, c'est un lancement parfait, mon Yaya. Est-ce que le destin des Buccaneers est lié à Baker Mayfield? Je suis pas certain. En fait, je suis, pour moi, à mon avis, c'est plus dans le sens où il faut que qu'il ne fasse pas de bêtises. C'est pas un quarterback qui doit forcément gagner les matchs, mais il doit les gérer. C'est un game manager. Et la défense, si elle performe, lui, il doit juste marquer. S'il marque ses 20 points par match avec son attaque, on est très bien. On ne demande pas plus. Et la défense va faire le taf. Il y a une chose qu'on sous-estime souvent, c'est la capacité à savoir gagner. Et eux, ils l'ont. Ils ont été au Super Bowl. Ils ont gagné un Super Bowl. Mais c'est pas la même équipe. Ça remonte. Ouais, ça remonte, mais il y a encore des joueurs qui étaient déjà dans l'effectif. Plus le même quarterback déjà. Oui, mais pour la pétaudière qui est la NFC South, l'année dernière, on les voyait combien, les gars? L'an dernier, non mais là, alors je vais te le dire très vite. L'an dernier, les Buccaneers, au moment d'entrer dans la saison, étaient considérés par les bookmakers comme les favoris pour être dernier de la ligue. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je dis pas dernier de la division, j'ai bien dit dernier de la NFL, dernier de la ligue. Et honnêtement, on était beaucoup à les mettre à moins de 5 victoires, très honnêtement. Exactement. Et bien non, donc du coup, tu vois, c'est quand même, il y a quelques vieux grognards là-dedans qui manient bien l'équipe. Et quand tu as les joueurs au poste clé qui performent, ben c'est plus facile. Et puis, Seb l'a dit, tu as quand même Mike Evans. Quoi que tu en dises, quoi que tu fasses, tu sais que tu as 1200 yards. Ben voilà. Ouais, t'as du monde derrière parce que Chris Godwin, c'est pas vilain. Trey Palmer, ça peut être en 3, ça peut pas être mal non plus. T'as Kay Doughton qui a mine de rien fait aussi en tant que tight end une bonne saison 2023 l'an dernier et qui s'est révélé précieux dans certains matchs. Bref, t'as quand même de quoi faire. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce que le vrai changement chez les Buccaneers, c'est pas justement d'avoir une défense aussi qui s'affaiblit sur ces dernières années? Parce que on le sait, du temps de Tom Brady, du temps de leur victoire au Super Bowl, ça s'appuyait sur une défense solide du côté de Tampa Bay. Ça glisse quand même dans le mauvais sens de ce côté-là. Alors, ça glisse quand même, attention. En termes de scoring, c'est une défense qui reste top 10. Là aussi, je crois qu'ils encaissent 19,1 points par match, si ma mémoire est bonne. Ça les classait 7e de la ligue. Ils ont quand même un joueur d'exception avec Antoine Winfield Jr. Cette défense, elle peut être une force pour eux. Par contre, attention, ils ont un pass rush qui est compliqué, 48 sacs la saison passée, donc tout n'est pas rose. Mais je pense qu'ils auront besoin, en fait, ils vont avoir besoin c'est une la palissade ce que je veux dire, mais ils vont avoir besoin des deux. Ils vont avoir besoin d'une défense qui vraiment tient, qui soit excellente, et espérer que Mayfield leur donne la même saison que l'an passé. S'ils arrivent à faire ça, ça peut être suffisant pour tenter le 4 à la suite, comme tu le disais tout à l'heure. Mayfield, il est dans une situation royale pour lui. Il n'a pas de pression. Parce que je pense pas que tu es les fans qui te sautent dessus quand tu sors de chez toi à Tampa Bay, quoi. Donc, j'aime bien sauter sur les gens à Tampa Bay. Non. C'est des pirates. C'est des pirates.
Ouais, mais les À crocodiles, l'abordage, les Buccaneers, à l'abordage. tu sais, les crocodiles, ils te sautent pas dessus comme ça. Hein. Mais C'est à Dundee, les crocodiles. ouais, c'est ça. Mais donc, tu vois, pour moi, je trouve qu'il est dans une bonne situation. Il avait dit qu'il re-signerait que si Mike Evans re-signe. Donc, tu vois, tu fais copain-copain. Ouais. Il y a tout pour... Justin Jefferson, il avait dit ça avec Kirk Cousins aussi. Ouais. Bon, bref. Enfin, pardon, je t'ai coupé du coup. Vas-y. On appelle Nelson. Non, on va le Non, laisser c'est pas là, utile. D'accord. C'est pas utile. Il est aux Jeux Olympiques, Nelson. Il est en train d'interviewer des athlètes là actuellement. Donc moi je trouve cette équipe, le problème c'est que c'est compliqué de parier contre eux. De là à gagner la division, non, mais ils seront pas mauvais non plus. Tu vois. Non, je te trouve bien catégorique, moi, parce que non, à mon avis, ça va encore se jouer, c'est ce que disait Seb tout à l'heure, et ça va nous faire une parfaite transition. Ça peut se jouer complètement sur, encore une fois, un bilan de 9-8, de 17, et quelque part, que ce soit les Saints, que ce soit les Falcons, que ce soit les Buccaneers, je mets un peu à part les Panthers, c'est 3 équipes qui sont totalement capables d'aller chercher 9 ou 10 victoires. Donc, surtout qu'ils ont les calendriers les plus prétendument les plus faciles de la ligue. Donc, forcément non, déjà. mais je sais bien qu'ils jouent 2 fois contre leur division. J'ai bien compris le système de la NFL. Ça fait assez longtemps que je la suis. Merci. Mais je te répète que même au-delà de ça, tu prends le calendrier des Saints, c'est une galère sur les, je crois, 7 ou 8 premières semaines. Ils ont un premier match qui n'est pas trop difficile normalement sur le papier face aux Panthers, mais après ça joue Philadelphie, je crois, ça joue Dallas, ça joue Kansas City, ça joue Atlanta. Bref, c'est pas simple. Mais une fois qu'ils ont passé ces 600 sortes vivants, dirons-nous, avec ne serait-ce que 3 victoires sur les 8 premiers matchs, derrière, ça peut enchaîner parce qu'ils ont beaucoup de matchs à domicile et des matchs prétendument plus accessibles. Donc, ça peut, encore une fois, être une division qui tourne en 9 ou 10 victoires. Complètement. Mais après... Et je pense qu'il y a 3 équipes qui sont capables d'aller à 9 ou 10 victoires. Donc, ça va encore être... on va encore faire des podcasts NFC Sud qui va la gagner pendant toute la saison. Voilà. C'est ma prédiction du jour. Je pense qu'à partir de la week 5, on peut le faire toutes les semaines. Hein, celui-là qui va gagner la NFC Sud. Voilà, on peut le faire. C'est bon. On a au moins 10 podcasts. Là, tu vois, dont le sujet est trouvé. Qui veut arrêter de la perdre, surtout. C'est ça. C'est un peu ça. Bon, alors, justement, c'est l'heure de la prédiction classement. Mon cher Yaya, qui premier, qui deuxième, qui troisième, qui quatrième? Bucks en 1. Saints en 2, Falcons en 3, Panthers en 4. Seb. Alors, moi, de mon côté, je dis Atlanta premier, Tampa Bay deuxième, New Orleans troisième, ne m'en veux pas Flav, et Carolina quatrième. Alors moi, je mets Falcons 101, Saints 102, Buccaneers en 3 et Panthers 104. Comme ça, vous aurez tout le monde qui aura un classement différent, et ce sera très bien comme ça. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a une petite prédiction audacieuse, quelque chose qui sort, genre les Panthers arrivent à 10 victoires? Non, je rigole, mais les Panthers arrivent à 5 par exemple. Alors voilà, là tu me coupes l'air sous le pied, c'était totalement la mienne. C'était Carolina aura au moins 5 victoires la saison prochaine. C'est déjà pas. Ou Mike Evans arrive à 1500 yards. Un truc. Ah, ça serait chouette. Non, pas forcément, mais bon. Moi, je vais vous en donner une. Spencer Rattler débutera un match. Ah. Alors ça, je me la note, tu vois. Et ça peut être le week 17, hein. Ou week 18, hein, j'ai pas dit quand. Mais Spencer Rattler débutera un match. Hein. J'ai pas dit qu'il rentrerait. Il débutera un match. Alors, il débute le match, il fait un carton et il se fait déboîter par un... Ou alors, il fait 3 snaps et il se fait le tendon d'Achille. Non, ça c'est Aaron Rodgers. Mais c'est fou de souhaiter du mal aux gens comme ça. Oui, t'as vu comment il est mauvais, hein, il est mauvais, mais c'est dingue. Parce qu'on casse pas Daniel Jones dans le podcast, il est mauvais. Hein. Et alors, je tiens à préciser que... En plus, il n'a pas payé l'électricité, on le voit plus sur l'écran. Oui, c'était juste pour dire que les Saints auraient Daniel Jones, il serait en playoff. Non. Alors, on avait dit des prédictions audacieuses, pas des conneries non plus. Non, attends, la Nouvelle-Orléans,
On La verra l'an Nouvelle-Orléans, il y a prochain. il y a déjà eu l'ouragan Katrina. Maintenant, tu leur as envoyé Daniel Jones. Faut arrêter de s'acharner sur les gens. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait en Louisiane? C'est dingue, ça, d'être. Et puis, Oh là là. Eh bien, monsieur, il fallait pas le racheter à la France. C'est la France. si on avait eu Daniel Jones dans l'équipe, on aurait déjà plus de cap space. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le truc. Déjà Bah, qu'on est toute en fa- difficulté tous les ans. Alors De là, toute façon, voilà, j'allais dire le cap space chez les Saints. Hein, ah bah nous, tu veux un 83 comptable millions pour dedans cette ah saison. bon, t'imagines, tu rajoutes le contrat de Daniel Jones, c'était bien. Il va augmenter le cap space, monsieur. Oui, il oui, va c'est ça. augmenter. Oui, c'est pas comme le talent de Daniel. Alors, bon Yaya, une prédiction audacieuse ou pas? Bijan Robinson, MVP. 1000 milliards au sol et 500 à la passe. En réception, très bien. Oui, là, tu Allez. m'intéresses un peu plus. Ouais, c'est Ouais. pas mal, c'est pas mal, c'est Ouais. pas mal. On se retrouvera samedi pour la preview de l'AFC Sud. Ce sera avec moi-même, ce sera avec Yaya et ce sera avec Romain, je crois, qui sera des Oui. nôtres aussi pour parler des Titans, des Jaguars, pour parler de cette fabuleuse division. Non, on ne parlera pas des Oilers parce qu'ils sont plus là. Oui. Romain sera là parce que je crois qu'il est visiteur médical et il vend du Prozac. Pour parler de cette division, il faut au moins du Prozac. Déjà avec toi, on peut parler des Saints, on peut se moquer de toi. Oui. Mais là, ça va être horrible. Alors en fait, Romain, il vient dans l'AFC Sud parce qu'il veut se chauffer pour l'AFC Nord où il va venir défendre ses Ravens, mais ça c'est une autre histoire. Ce sera pour la semaine prochaine, donc samedi ce sera l'AFC Sud. Et puis si vous êtes du côté de Cologne, allez supporter les Mousquetaires, c'est dimanche à 13h, les Mousquetaires qui affronteront donc les Centurions de Cologne, on vous en reparlera dans et le 17 podcast. août. Et le 17 août, bien évidemment. 17 août, tous à Jambouin. Voilà, si vous voulez venir me voir, moi, plus Charles, plus Yaya, plus Nathieu, on sera tous à Jambouin. Donc, de toute façon, Ouais. s'il se passe un truc à Jambouin ce jour-là, je vous garantis, tout TFA y passe. Plus personne. Bon, les amis. Ouais, mais on va les mettre le feu bazar. à Jambouin. Tout Ouais. à fait. Allez, c'est parti. On vous souhaite une très très bonne journée à tous et on se dit à samedi pour la FC Sud. Merci à tous.